Voilà, il se trouve que grâce à Christa Blumenlinger qui a collaboré à la revue, elle nous a fait connaître Haroun Farroukhi dont elle était très proche. Et Haroun Farroukhi avait cette particularité d'être d'un côté un cinéaste, mais de l'autre un écrivain, puisque depuis des années, il collaborait à la revue Film Critique à Berlin, et il a tout naturellement trouvé dans Trafic un lieu pour pouvoir continuer à écrire sur les sujets les plus divers, comme le montre le sommaire du livre, au bord du documentaire, où on a réuni l'ensemble des textes qu'il a publiés dans Trafic. Et parallèlement, Christa Blumenlinger a elle-même consacré beaucoup d'articles à Haroun Farroukhi, soit dans Trafic, soit dans d'autres publications. Et il nous a semblé que c'était un joli coup, disons, de réunir les deux choses, l'ensemble des textes de Christa sur Haroun Farroukhi et l'ensemble des textes de Farroukhi publiés dans la revue. Voilà. Moi, j'avais découvert Haroun Farroukhi quand j'étais très jeune, au début des années 80. Comme critique, je l'avais lu et ses articles m'avaient toujours intriguée. Et puis, quand je vivais à Vienne, il y avait des programmations de ses films parce qu'un des lieux qui accueillait Haroun Farroukhi, c'était le Stadtkino à Vienne. Et quand j'ai travaillé sur le film d'essai, je l'ai contacté pour l'inviter, mais je l'avais rencontré la première fois en France d'ailleurs, où je vivais pas encore moi-même, autour de son film Images du monde et Inscription de la guerre, qui est le film majeur de Haroun Farroukhi. Un film qui creuse la constellation entre guerre, économie, politique et le dispositif des images techniques. Et un dialogue s'en est développé qui n'a jamais cessé jusqu'à la fin de sa vie. Un dialogue qui s'est créé dans le cadre des échanges épistolaires, dans des programmations qu'on a conçues ensemble, des séminaires qu'on a animés, des échanges de toutes sortes dans le cadre de festivals. Et j'ai pu apprécier la capacité, je dirais, pédagogique aussi de Haroun Farroukhi de penser la culture visuelle du XXe siècle et du XXIe siècle à partir du cinéma. C'est un cinéma d'essai où il excellait dans la conception des films d'essai qui ne voulaient jamais imposer une pensée, mais plutôt rester ouverte dans la pensée qui mettent toujours le spectateur à égalité. Une sorte de forme d'émancipation sans doute un peu post-brechtienne. Il a eu une période très brechtienne encore, mais à partir de la fin des années 70, il a commencé à développer une forme de pensée entre texte et image qui permet d'ouvrir justement vers une pensée non seulement du sujet qu'il creusait, mais aussi par rapport à la forme même qu'il employait. Donc il a impliqué ses films et ses installations, il est devenu artiste à partir des années 90, au milieu des années 90. Et il essayait toujours d'impliquer le spectateur, la spectatrice dans cette pensée des images. De plus en plus par les images elles-mêmes, par le montage, et en ceci il était sans doute proche de Godard, auquel il avait consacré un livre entier avec Kaja Silverman. Haroun Farroukhi était un chercheur aussi. Enfin, aujourd'hui on appelle ça de la recherche-création. Quand il s'agit de l'art, pour lui, quand il travaillait sur des films, parfois des années, parfois presque une décennie, il allait dans les archives, pas seulement des archives
de cinéma, mais dans les archives militaires, dans les archives très lointaines, où il était difficile de trouver des images qu'il appelait opératoires, des images de surveillance, quelque chose que Serge Danet appelait du visuel, quelque chose qui n'était pas fait pour être monté ou pour être montré à un public, mais que lui, il cherchait, s'intéressant au dispositif même des archives, c'est-à-dire ce qui était au cœur de ses intérêts, c'était la visibilité. Qu'est-ce qui a rendu visible à un moment donné de l'histoire telle ou telle image? Qu'est-ce qui a animé une lecture d'une image? Qu'est-ce qui a pu rendre visible une image? Et en ceci, il est proche de Foucault aussi, parce que ce qu'il reconstitue dans ses films et dans ses installations, ce sont plutôt les dispositifs qui permettent à un moment donné de faire surgir la lecture précise d'une image. Par exemple, pour Images du monde et inscriptions de la guerre, il s'est intéressé à une vue aérienne que les Alliés avaient prise en 1944, l'année de sa naissance, d'Auschwitz. Et cette vue avait été analysée à l'époque pour pouvoir bombarder des usines qui étaient situées à côté d'Auschwitz et n'avait pas été interprétée pour qu'on puisse arrêter la machine à mort, la machine de destruction que les nazis avaient mise en place. Donc, dans ce film, entre autres, Images du monde et inscriptions de la guerre, Farocki analyse entre autres ce décalage d'une seconde lecture où des agents américains se sont intéressés justement à nouveau à ces photographies qui montraient ce qui avait à l'époque pas été vu ou lu. Alors, le livre donc, Au bord du documentaire est constitué des 16 articles que, sur une vingtaine d'années en gros, Haroun Farocki a donné à Trafic. S'il avait vécu, il aurait voulu continuer à le faire d'ailleurs. Dans le dernier mail qu'il m'est adressé, il parlait d'un article par an pour Trafic. Et donc, le volume réunit tous ces textes dans l'ordre chronologique de leur publication, depuis un texte inaugural qui s'appelle « Ce que je veux faire », qui était son programme de travail pour l'Académie du cinéma, où il enseignait, jusqu'à son dernier texte, qui est un texte posthume, en sortant de l'école de cinéma, qui fait partie d'un volume autobiographique qu'il est en train de concevoir. Ça boucle d'ailleurs le livre, puisque dans le premier il sort juste, il est en cinéma, et dans le second il en sort. Alors ce qui moi me frappe beaucoup quand j'en regarde le sommaire, c'est la variété des textes. Bon, il y a d'abord les deux textes consacrés aux deux cinéastes phares pour lui, qui étaient d'un côté les Straub et de l'autre, comme Christa vient de le rappeler, Jean-Luc Godard, qui sont au centre du volume. Mais il y a aussi, par exemple, un texte consacré à un autre cinéaste, La diva aux lunettes, à Fassbinder. Il y a aussi un texte que je trouve assez extraordinaire et qui est unique dans son genre, qui s'appelle « Histoire d'une installation sur la Coupe du monde de football ». C'est l'installation qu'il avait conçue pour la Documenta et dont il raconte les péripéties, dans un très long texte, les péripéties absolument incroyables des rapports avec la FIFA pour arriver à poursuivre et à en finir avec cette installation qui était déployée sur plusieurs écrans dans le contexte de la Documenta. Mais il y a aussi, par exemple, un hommage à Frida Graf, qui était une grande intellectuelle critique de cinéma de la génération immédiatement antérieure à Haroun, qui collaborait également à la revue Film Critique, et que nous avons nous-mêmes beaucoup publié dans Trafic,
Et donc il a fait, au moment de la mort de Frida, il a fait cet hommage à Frida Graf. Mais il est aussi bien, par exemple, revenu sur le festival de cinéma auquel il était très lié, à Duisbourg, qui est un festival de cinéma documentaire. Donc il raconte l'histoire de Duisbourg 30 ans après. Voilà, donc, et puis il y a un texte qui a une sorte d'importance particulière de par son titre. C'est le dernier texte qu'il avait prévu de donner à Trafic, qui n'était pas totalement terminé, mais presque, qu'on a pu obtenir grâce à la veuve de Haroun qui nous l'a donné, qui s'appelle « À propos du cinéma documentaire », et dans laquelle on voit bien qu'il est, c'est pour ça qu'on a choisi ce titre, au bord du documentaire, puisque l'autre bord, ça serait la fiction, dans laquelle il se consacre pas vraiment, mais il y a une fiction du documentaire dans toute l'œuvre de Farokhi. Je veux dire, c'est typiquement, totalement, toujours entre le documentaire qu'on pourrait appeler brut et son interprétation fictionnelle, et c'est ce qui donne à son cinéma comme à ce qu'il écrit. Moi, j'établis un rapport très fort entre la façon dont il filme et la façon dont il écrit. Quand il filme, la plupart du temps, tous ses films sont conçus sur des fragments, avec des passages souvent très abrupts, très inattendus, d'un élément, d'une cellule, disons, d'image, à une autre cellule. Et c'est comme ça que les films se construisent, par petits bonds successifs de réalité. De la même façon, quand il écrit, c'est pas du tout une écriture continue, c'est une écriture qui saute, qui passe d'un sujet à un autre constamment, dans des phrases parfois un peu énigmatiques, mais qui constituent la beauté, je dirais l'effervescence de son style, si tu veux. Ça me paraît très, très, très fort qu'il ait pu écrire comme il filmait et filmer comme il écrivait. Donc voilà, ces 16 textes sont là, de façon très, 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 très variée. Il a par exemple lui aussi voulu rendre hommage dans un texte qui s'appelle « Une extrême passion » au cinéaste Holger Mainz, qui a fait partie de la fraction Armée Rouge et qui a été son condisciple à l'Académie du cinéma. Et le texte est construit de façon très étrange, parce que d'une part il évoque un peu quels ont pu être ses rapports avec lui quand il était dans la même école, mais tout d'un coup il saute dans un court-métrage que Holger Mainz a réalisé, court, de 14 minutes je crois, et dont il donne tout le découpage. Tu vois, c'est comme ça qu'il travaille, de façon, par passages brusques, mais qui toujours reviennent à leur sujet central d'une façon ou d'une autre. Donc c'est une écriture très, très unique, de la même façon que c'était un cinéaste unique. Il avait cette idée qu'il tenait de Artavas Pélessian, le cinéaste arménien, de construire ses montages avec des plans conducteurs. Donc des plans qu'il introduisait, par exemple dans Images du monde et Inscriptions de la guerre, une photographie du livre de Garanger sur les femmes algériennes, et une photographie qui revient mais qui n'est jamais la même, parce qu'il la recadre parfois physiquement avec ses mains. Il fait ce geste-là, très important, et qui marque le cadrage du cinéaste, mais aussi le geste du montage. Et de la même manière dont la signification d'une image qu'il examine se déplace grâce au montage, grâce à cette articulation extraordinaire entre mots et images, à cet entre-deux qu'il savait construire d'une manière excellente. Et, de cette même manière, il avait une idée du cinéma en tant que, je dirais, en tant que médium conducteur. Le cinéma qui était le médium à partir duquel il pouvait penser la culture des médias, la culture des médias visuels, ou la culture visuelle tout court. Donc le cinéma, art du montage, était pour lui vraiment le moyen, le meilleur moyen pour construire une pensée analytique et critique. Et cette idée donc des plans conducteurs
sa structure aussi, sa structure mène le volet dans son œuvre que j'appellerais du cinéma direct, ou qu'on a aussi qualifié de film observateur. Il n'a pas fait seulement des films à partir des archives lointaines, parfois très difficiles d'accès, qui lui permettaient de faire à partir des images opératoires, des images utilitaires, une critique des dispositifs de surveillance. Mais il a aussi eu cette idée qu'on pouvait étudier les règles d'une société, les règles économiques, politiques et sociales à partir des jeux, à partir de la manière dont on répétait pour le jour J. Donc il y a un grand film, La vie RFA, tourné juste avant la réunification, où on voit comment l'Allemagne s'exerce. Et on comprend ce qui anime aussi cette société à ce moment-là. Il avait pris l'habitude de tourner comme ça dans des centres de formation, chez des cadres aussi bien que dans des centres de chômeurs en ex-RDA après la réunification, où on essayait de gommer le chômage en proposant des formations à des jeunes. Et ces films qui s'intéressent aux jeux, sérieux parfois, ces films et ces installations dévoilent justement par une sorte de jeu brechtien les règles qui régissent dans ces institutions. Et à partir des années 90, 95, il a essayé, il a commencé par concevoir des installations. Et c'est pour ça que j'ai intitulé mon livre Harun Farocki, du cinéma au musée. Non pas parce qu'il aurait quitté le cinéma pour aller au musée. Il a réalisé des films jusqu'à la fin de sa vie, mais on l'a invité, on l'a accueilli dans l'espace muséal de l'art, dans des galeries, dans des grandes expositions, des biennales. De plus en plus, il a eu connu une espèce de gloire mondiale vers la fin de sa vie grâce à cet espace d'art. Parce qu'on s'est intéressé justement à sa manière assez unique d'analyser les jeux sérieux et les images, justement aussi dans leur archéologie. Il s'est beaucoup intéressé à ce que deviennent les modes de contrôle aujourd'hui souvent hérités du monde militaire, la manière dont nos villes sont surveillées et dotées des caméras de plus en plus intelligentes, enfin des caméras associées à des logiciels régis par l'intelligence artificielle. Et il a pu concevoir en France une très belle installation contre-champ, où il a monté à partir des images de surveillance de Lille, de la ville de Lille, un film qui en quelque sorte rejoue les grandes symphonies des années 1920 de Vertov et de Routmann. C'est un livre effectivement qui témoigne un peu d'un compagnonnage ou accompagnement. À partir du moment où j'ai rencontré Harun Farocki dans un festival, et nous étions effectivement en dialogue. Curieusement, je n'ai pas publié l'entretien que j'ai fait en allemand à l'époque avec lui. Enfin, j'ai évidemment toujours fait des entretiens dans notre langue commune, mais le seul entretien
entretien qui figure dans ce livre, à la fin du livre, c'est un abécédaire qu'on a conçu ensemble et qui est né d'un dialogue justement autour de la forme de l'essai. Harun Farocki, il était devenu très vite l'essayiste du cinéma allemand à côté de Kluge, parce que ces films employaient une forme assez unique pour concevoir une pensée en acte. Nous sommes revenus donc dans cet abécédaire du film d'essai sur un échange de 20 ans par rapport à cette forme qui devait être repensée d'une part à cause de la transformation du monde technique, des nouvelles manières de monter peut-être, mais aussi par rapport au fait que Farocki et d'autres concevaient de plus en plus de gestes essayistes pour l'espace muséal. Et donc opter par exemple pour une double projection ou pour des dispositifs qui multipliaient les images et qui différaient profondément du dispositif classique de la projection cinématographique. Moi je suis vraiment frappé par le fait de cet ensemble de textes critiques écrits pour Trafic. Quand on a créé Trafic avec Serge Danet, son idée était vraiment qu'il voulait que les cinéastes écrivent dans la revue. Malheureusement, les cinéastes n'ont pas tellement écrit autant qu'on l'aurait aimé. C'est pour ça que Harun Farocki a constitué une exception magnifique. L'idée comme ça que sur une vingtaine d'années, il nous a donné 16 textes. Et par exemple, il est frappant que dans l'exposition par les Christa au Jeu de Paume, il ait pu mettre face à face tous les numéros de la revue Film Critique auxquels il avait collaboré en Allemagne et tous les numéros de Trafic auxquels il avait collaboré en France. Voilà, donc c'est très rare les cinéastes qui écrivent autant, je veux dire, et autant, non pas de façon quand Renoir écrit sur sa carrière, ses mémoires, c'est pas du tout le même ressort. Chez Harun, c'était vraiment l'idée que c'était l'actualité très variable, et de son travail, et de ses relations humaines. J'ai évoqué l'article en hommage à Frida Graf, par exemple, qui étaient des occasions d'écriture, quoi. Je veux dire, et de ce point de vue-là, il constitue un cinéaste pour nous absolument exemplaire, quoi, parce qu'il a rempli le programme du cinéaste qui écrit. Moi, j'ai intitulé, je crois, ma postface, un maître ignorant et inimitable à la fois. Dans la mesure où Farocki avait cette idée d'égalité, ce principe, ou suivait ce principe d'exposer sa propre pensée afin que l'autre, devant l'image, puisse lui-même ou elle-même construire un montage, construire une pensée à partir des matériaux qu'il donnait, certes avec un outillage critique. Il a été vraiment précurseur pour beaucoup d'artistes aussi qui aujourd'hui travaillent dans le monde du musée afin de concevoir une critique, une éthique aussi du regard et penser la circulation des images au moment de la guerre, c'est devenu aujourd'hui presque une banalité, mais Farocki l'a fait dès le début, dès qu'il s'est intéressé tout jeune aux images de la guerre du Vietnam jusqu'à la fin de sa vie. Il a toujours proposé non pas
une pensée dogmatique, mais une autocritique aussi, en quelque sorte, par rapport à la possibilité de comprendre et d'analyser ce qui anime le pouvoir qui organise et qui anime la circulation de ces images. On prend la mesure maintenant de la manière dont il a marqué, tracé, je dirais, des possibilités de pensée par et avec le cinéma. Je crois qu'il y a une image qui pourrait le résumer, disons. C'est le petit film qu'il a fait il y a bien des années qui s'appelle Feu inextinguible, qui est au moment de la guerre du Vietnam, et avec laquelle, pour montrer l'impact du napalm sur les populations civiles, il a choisi de se brûler le bras avec une cigarette allumée. Je trouve que ce geste, disons, est un geste politique et que ça marque très bien la façon dont il pouvait penser son cinéma comme cinéma d'intervention et de lutte constamment. C'était un geste comparateur par lequel il voulait aussi montrer que le napalm n'était pas représentable et que tout ce qu'il pouvait faire était un geste qui, en quelque sorte, n'est qu'une manière d'attirer l'attention qui ne pouvait être réalisée par la reproduction d'une image d'une victime de napalm, car lui, il avait une vraie éthique de la représentation des victimes. Il a même consacré un texte à cette question, comment montrer des victimes, où il a critiqué des cinéastes comme Fuller, la manière dont Fuller, dans Verboten, a représenté les victimes de la Shoah et la manière d'enseigner justement les crimes du Troisième Reich, enfin les crimes nazis, dans le cadre du procès de Nuremberg. Il analyse cette séquence pour en déduire la manière dont lui va travailler sur les matériaux d'un camp de transit Westerbork et proposer un montage qui se contente d'exposer et de garder le silence.